Aude Queiroz, bonjour. Bonjour. Alors Aude Queiroz, vous êtes vous-même artiste, mais vous êtes aussi diplômé en droit et diplômé de Sciences Po Paris. Alors vous avez publié ces dernières années plusieurs ouvrages sur l'art contemporain. Et là, nous allons parler aujourd'hui du troisième tirage de l'imposture de l'art contemporain. Alors imposture, c'est quand même un mot très fort, très violent. Oui, mais ça veut dire tout simplement que c'est une chose qui est prise pour une autre. Et c'est là peut-être qu'il faut commencer par dire qu'il y a une imposture sémantique. C'est-à-dire que le mot art contemporain ne veut pas dire tout à fait la même chose que ce que Art contemporain, c'est pas de l'art ? Ça ne veut pas dire exactement ce que tout le monde comprend par le mot art. En général, si vous voulez, l'art, c'est un langage non verbal, sensible, qui communique avec les êtres au-delà des mots et sans passer par les concepts. C'est-à-dire que c'est la forme accomplie de l'œuvre qui va porter le sens, mais pas un sens conceptuel, logique, rationnel. Un sens qui n'a pas de mots tout à fait pour le dire tout à fait. Donc, il a aussi quelque chose de gratuit, cet art, parce que, au fond, c'est quelque chose que les gens reconnaissent. Par exemple, un paléontologue va faire des fouilles et va découvrir des objets avec un décor qui est inutile. C'est pas ça qui... Le décor, il est en plus, il est pour autre chose que simplement l'utilitaire. Il a une autre fonction. Vous voulez dire en quelque sorte que l'art contemporain se débarrasse en quelque sorte des critères esthétiques et qu'il se réfugie dans le discours ? Totalement, c'est-à-dire que le fond de l'art contemporain n'est pas esthétique. Le fond de l'art contemporain est un discours. Alors évidemment, on va faire référence à Duchamp qui dit « l'art est ce que l'artiste dit être de l'art ». Et c'est une définition nominaliste. Je nomme ça de l'art et c'est de l'art. Et Arthur Danto, qui était un philosophe new-yorkais des années 60, a rajouté à cette définition de l'art contemporain est de l'art ce que l'artiste dit être de l'art et les institutions et la société dit être de l'art. Donc en fait, on termine par une définition à la fois sociologique et de l'art, ce que la société dit être de l'art, mais la société, abstraitement, ça n'existe pas. Donc c'est les institutions qui reconnaissent que c'est de l'art. Alors les institutions, elles sont diverses. C'est, disons, l'État, en France, le ministère de la Culture, ça peut être les médias qui vont parler d'une œuvre d'art. Donc, à partir du moment où les médias parlent d'une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Qui peut dire le contraire ? Ensuite, les critiques d'art, les intellectuels à l'université, les juges, quand ils sont obligés de procéder à un jugement où il faut savoir si c'est une œuvre d'art ou non. Donc ils vont statuer. Et ces dernières années, il y a eu beaucoup de procès où il fallait que le juge dise si c'était une œuvre d'art et si tout ce qui concerne le droit en matière d'art pouvait s'appliquer à l'objet. Alors, en tout état de cause, l'art contemporain est devenu un phénomène marchand massif. D'abord institutionnel. Institutionnel, marchand et financier, c'est ce que vous démontrez dans le livre. Alors à des époques différentes, parce que, comme vous savez, l'art conceptuel existe depuis avant la guerre de 14. Il n'a vraiment pris un essor, il n'est vraiment devenu l'art officiel international qu'après 1960. Donc il y a eu une époque où il était là, mais souterrain, si on peut dire. Alors, vous décrivez effectivement dans le livre tous les enjeux géopolitiques qu'il y a eu derrière cette délimitation de ce qu'était l'art contemporain. Mais je voudrais, Aude Queiroz, qu'on se concentre sur les aspects, on va dire, marketing et financier de l'art, sur cette chaîne économique qui est Exerfi Canal. Oui, mais elle intervient elle intervient à un certain moment. C'est-à-dire qu'au début, c'est véritablement un travail d'influence. Et dans les années 80, ça devient un objet, ça gagne sa vie tout seul, si vous voulez. Il n'y a pas besoin d'institutions, de fondations, de CIA, etc. pour pousser un petit peu les cotes, pour aider les marchands à
à faire leur travail et les fondations à accepter des œuvres dans leur musée, etc. On est dans le processus qui suit, c'est-à-dire que ça gagne sa vie tout seul, puisqu'il y a des très grands personnages qui ont ces œuvres, donc les gens qui veulent devenir des grands personnages vont vouloir acheter ces œuvres. Et on a une époque spéculative dans les années 80 où la spéculation sur l'art atteint des sommets faramineux. Alors je voudrais qu'on mette un petit peu l'accent sur l'aspect marchand. Donc on n'est plus à l'époque des Galliéris, de ces marchands d'art, les Kahnweiler qui découvraient tel ou tel artiste et qui allaient voir les clients potentiels. Non, c'est terminé tout. Aujourd'hui, on est devant un véritable système marketing. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous en donner quelques éléments qui commence à naître après 2 événements, et c'est comme ça qu'on comprendra vraiment pourquoi ça devient comme ça. Vous avez d'abord le mur de Berlin qui tombe, le système soviétique qui tombe, donc toute cette histoire géopolitique n'est plus de mise. Et il y a aussi un deuxième facteur, c'est qu'on assiste en 1991 au premier grand krach mondial de la bourse, enfin du marché financier. Et à ce moment-là, le marché spéculatif de l'art des années 80 s'effondre. Bon. Et dans ce marché spéculatif, il y avait tout. Il y avait l'art contemporain, mais il y avait aussi l'art, et il y avait toutes les tendances, tous les courants étaient là. Après 1990, donc, on va tirer la leçon. Il va y avoir une époque de très basse eau dans le début des années 90, après ces 2 cracks, si on peut dire, un krach politique et un krach boursier. Et disons les marchands d'art, mais pas seulement les marchands d'art, les collectionneurs, les grandes maisons de vente vont commencer à imaginer une stratégie qui soit adaptée à l'hégémonie, à la grande hégémonie américaine qui va durer une vingtaine d'années à partir des années 90. C'est-à-dire on est à l'époque de la mondialisation, de la globalisation, donc cet art est merveilleusement adapté. Et c'est pour ça qu'on ne pourra faire de la spéculation que sur le contemporain, parce que le contemporain est adapté aux financiers, au merchandising et à la globalité. Pourquoi? Parce que c'est un art sans identité et sans valeur intrinsèque. C'est un objet que simplement les institutions ont décidé être de l'art. Mais ça ne suffit pas, il faut une organisation. Et c'est là où ça s'organise. Et vers la fin, après le milieu des années 90, vous avez un certain nombre vous avez deux grandes maisons de vente internationales et qui vont devenir mondiales, qui sont Christie's et Sotheby's, qui, comme personne ne le sait, font un travail d'entente pendant toutes les années 90. Et ils annoncent une réorganisation du marché pour 2000. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, nous allons faire non pas 2 départements anciens et modernes, mais on va faire ancien, moderne et contemporain, et ensuite on va faire contemporain. C'est-à-dire que ces maisons de vente vont prendre en main le marché de l'art contemporain. Et ça ne va plus être un marché du second marché, c'est-à-dire que c'était la règle des maisons de vente. Ça passait d'abord par les marchands d'art. Et c'était en second marché, en entrée. Voilà. Donc là, en premier marché, ils vont s'en occuper. Alors, ils décident qu'à partir de l'an 2000, c'est eux qui vont faire les cotes dans l'international, dans le premier marché. Ils vont eux-mêmes exposer les artistes. Ils vont travailler en réseau. Alors c'est là où tout s'organise, c'est-à-dire que vous allez avoir les cotes qui vont se faire avec comme personnage principal le grand collectionneur. Et le grand collectionneur, c'est quelqu'un qui est, comme on dit en Amérique, too rich to fall. C'est-à-dire que pour lui, dépenser 50 millions pour un Jeff Koons, c'est de l'argent de poche. C'est-à-dire qu'il a ça sur son compte, il n'a pas besoin de faire d'opération, de vente ou quoi que ce soit. Il achète une œuvre, 50 millions. Et ces grands acheteurs se connaissent. Alors, ces grands acheteurs vont travailler en réseau, c'est-à-dire qu'ils vont trouver d'autres grands acheteurs qui vont soutenir non seulement le même artiste, mais la même œuvre en sérielle, c'est-à-dire par exemple, Jeff Koons, le chien de Jeff Koons, il y a 7 chiens qui sont de couleurs différentes mais identiques. Achetés par 7 milliardaires? Par 7 milliardaires qui travaillent en réseau. Et donc, quand un chien monte, tous les chiens montent. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire
pour ainsi dire, de la création monétaire. Ils vont battre monnaie, exactement comme... Ça devient un produit financier, en quelque sorte. Et là, on est même dans le produit monétaire, c'est-à-dire que ça va être... Ça, c'est ce qui s'est passé après l'an 2000. Avant l'an 2000, on organise des produits financiers et après, on organise des produits monétaires. Mais, vous savez, la chose est proche entre le financier et le monétaire, parfois. Bon. Mais par exemple, ces 7 chiens, eh bien, chacun... oui, chaque fois qu'il y a un chien qui monte, tous les chiens montent. Donc, en fait, c'est comme une sorte de trésor. Et il y a un système d'auto-légitimation de la valeur. Voilà, et ils peuvent se prêter de l'argent entre eux, ils peuvent se garantir les uns les autres. Il y a peut-être de la petite monnaie qui circule, des prêts en dehors des banques, en dehors du fisc, en dehors de tout, grâce à cette espèce de Fort Knox. Il y a un circuit, si on prend l'exemple de Jeff Koons, de premier rang, en fait, pour établir la valeur du chien de Jeff Koons. Oui. Derrière, il y a des produits dérivés, voilà, etc. Qui gagnent leur vie. Et après, il va y avoir des acheteurs de second rang. Absolument, qui vont faire le petit chien. Alors, c'était drôle, parce que pour Jeff Koons, vous aviez le chien moyen qui fait dans les 20 000, 50 000, 100 000. Non, peut-être pas 100 000, mais 20 50 000 pour les gens en fortune moyenne. Et puis, vous avez le chien qui était vendu à Conforama pendant que Jeff Koons avait son exposition à Beaubourg, qui était vendu 60 €. Et puis, vous avez les t-shirts, les porte-clés, etc. Donc, c'est une industrie, en fait. Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle un artiste bancable, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'argent dessus. Alors, il y a non seulement, vous expliquez bien dans votre livre, ce réseau qui se met d'accord, en quelque sorte, pour valoriser un artiste. Il y a un discours sur cette œuvre qui se construit, puisque l'œuvre n'est que la porteuse d'un discours. Et puis, ce réseau va se débarrasser après des œuvres et va les vendre auprès d'acheteurs de second rang, en quelque sorte. Alors là, je pense que c'était le cas à la fin des années 90, début des années 2000, mais après 2008, on est passé au monétaire, et au fond, ce qui est intéressant, c'est que pour rentrer dans le réseau, il faut faire monter la cote. C'est-à-dire qu'en fait, le réseau s'agrandit de nouveaux collectionneurs, un à un. Pourquoi? Imaginons un industriel chinois qui est dans le fin fond de la province à faire ses chaussures, mais il est très riche et il voudrait rentrer dans le réseau international. Mais moins initié encore je pense que un certain nombre de gens connaissent les règles du jeu. Donc il se dit, si je veux rentrer dans l'international, si je veux être dans la cour des grands, si je veux fréquenter les dîners, les cocktails, les réceptions, lorsqu'il y a les différentes foires, plusieurs fois par an, où tout le monde débarque avec son Boeing pour passer 4-5 jours en allant de cocktail en dîner. Il faut que je fasse partie du réseau. Il faut que je fasse partie du réseau. Et pour y entrer, je paye un porte qui est de faire passer le Jeff Koons de 30 millions à 50 millions. Alors pour terminer, Aude de Queyros, parce que ce livre est très riche, très dense et passionnant, vous expliquez en même temps qu'il y a un système de légitimation au-delà de ces milliardaires qui passe par les musées, que ce soit les musées... Non, il est essentiel. Il est essentiel. Sans ça, ça ne peut pas tenir. Alors expliquez-nous un peu, entre les musées privés américains et les musées publics français. Frédéric Martel, qui a été un grand décrypteur de ce qui se passait à New York, a remarqué, il était à New York dans ces années-là, que dans les années 80, là-bas, et plus tard en France et ailleurs, il y a eu une alliance inédite jusque-là entre les intellectuels et les marchands. C'est vrai que, avant, les intellectuels étaient plutôt liés aux politiques. Depuis 1917, il y a eu un grand mouvement politique parmi les artistes, et c'est la politique qui justifiait l'art. Mais à partir des années 80... l'art était révolutionnaire. Oui, voilà. C'est les marchands qui ont pris la main. Et c'est tout à fait nouveau. Mais il se trouve qu'en France, nous avons une originalité extraordinaire. C'est qu'à partir de 83, nous avons eu un État qui a littéralement dirigé l'art grâce à d'énormes subventions et par le fait qu'ils avaient tous les facteurs de légitimité d'État, c'est-à-dire les lieux prestigieux, les prix, les lieux, oui, pas seulement les lieux, mais
toutes sortes de subventions données à la création, les achats, les commandes, dans des lieux prestigieux également, et qu'ils ont joué un rôle énorme dans la légitimation de l'art contemporain, non seulement en France, mais dans le monde entier, car la France est un modèle, est une référence absolue dans le domaine de l'art. Seulement, le problème, c'est qu'ils ne prenaient plus la référence en France, dans les milieux intellectuels, artistes ou autres, comme c'était le cas depuis plus d'un siècle, mais à New York. Et 60% de l'argent public qui servait à la commande d'art en France est parti à New York dans les poches de nos inspecteurs de la création qui couraient les galeries new-yorkaises pour acheter des œuvres d'art qui étaient d'artistes vivants et travaillant à New York. Alors vous expliquez tout ça très très bien dans ce livre que j'invite à lire et qui explique aussi pourquoi on retrouve un Jeff Koons au centre Georges Pompidou, l'année dernière, une légitimation supplémentaire. Donc l'imposture de l'art contemporain, une utopie financière. Aude de Queyros, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Aude de Queyros, bonjour. Bonjour. Vous êtes graveur et essayiste et vous avez écrit de nombreux articles et livres sur l'art contemporain. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons nous intéresser au rachat de la maison d'enchères Sotheby's par Drahi. Alors première question, pourquoi est-ce que Sotheby's vend? Oui, on peut se poser la question parce que Sotheby's, c'est la deuxième grande maison au monde. Avec Christie's, elles ont littéralement financiarisé l'art, mondialisé l'art. Ils ont converti New York en capitale de l'art mondial, une toute puissance absolue, si on peut dire, ou presque absolue, parce qu'il y a parfois des failles. Et pourquoi quelque chose d'aussi bien placé, d'aussi haut placé, peut vouloir vendre, hein. N'oubliez pas qu'entre l'an 2000 et 2019, le nombre d'objets a doublé dans ces salles. Donc c'est un marché qui couvre la planète entière. Et que pour les artistes vivants, on est passé de la dizaine de millions aux 100 millions cette année. Donc vous voyez, enfin 100 millions, presque 100 millions cette année pour des artistes vivants. En sachant que ces deux maisons aux enchères, en 2000, sont passées au premier marché et que c'est elles qui font les tendances. C'est-à-dire que Sotheby's et Christie's décident aujourd'hui ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas, ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Donc vous voyez déjà ce pouvoir qui est un pouvoir non seulement financier, mais aussi culturel, politique, enfin bref, l'étendue des choses est immense. Pourquoi Sotheby's vend? Alors là, on peut se poser beaucoup de questions. Mais il y en a une qui est assez évidente, il y a une réponse qui est assez évidente. C'est le seul marché financier non régulé. C'est-à-dire que tout peut exister et on ne saura pas grand-chose et je ne pourrai vous répondre que par des hypothèses. Et si vous voulez, ça veut dire aussi que c'est un marché où le visible, c'est la cote et l'invisible, c'est tout ce qui se passe derrière la cote, c'est-à-dire le marché de gré à gré. Et puis il faut savoir que c'est un endroit extrêmement chic pour métamorphoser l'argent qui n'aurait pas, disons, qui... Bon, voilà. Donc vous voyez, c'est indispensable à l'économie globale. Elle ne peut pas s'en passer. Il y a tout un argent qui ne devrait jamais exister, qui ne devrait jamais paraître, et qui trouve comme ça des petits chemins qui sont très chics, très très chics. Alors, tout ça donne encore beaucoup de puissance. Et malgré tout, l'action de Sotheby's au premier trimestre 2018 a chuté de moins 10. Donc ça ne va pas si bien que ça. Et cette énorme puissance a des faiblesses. Alors de quel ordre? Alors il y a une explication évidemment, c'est qu'il y a une énorme concurrence.
non seulement entre les maisons de vente et surtout entre Christie's et Sotheby's, qui sont à la fois amis, qui collaborent, qui coopèrent, mais aussi extrêmement ennemis. Christie's est à 3,9 milliards. Non, Christie's est à 4,9 milliards, Sotheby's est à 3,9 milliards. Sotheby's, Christie's, c'est Londres et Sotheby's, c'est New York. Et New York, c'est le gisement de millionnaires le plus immense au monde. Et puis, il y a là de vieux millionnaires très avertis sur les techniques pour faire, tourner les œuvres à toute vitesse pour qu'elles augmentent de valeur, c'est-à-dire de spéculer d'une façon rationnelle et organisée. Donc, vous voyez, c'est des procédés très dangereux malgré tout et très risqué. C'est une aventure permanente. Chaque année, on ne sait pas si on tiendra l'année prochaine. Il y a eu une vente qui a été peut-être un peu problématique. C'est une vente qui a fait un bruit énorme puisqu'elle a battu tous les records. 157 millions pour le nu couché du côté gauche de Modigliani. Alors, en plus, il semblerait que ce soit Sotheby's qui ait prêté l'argent à l'acheteur pour acheter l'œuvre. Donc vous voyez, Sotheby's, ce n'est pas seulement une maison de vente, c'est une banque, c'est une société de gestion, c'est aussi une société qui fait du marketing, de la communication, qui organise des spectacles. Vous voyez la complexité extraordinaire de ce genre d'activité. Alors, imaginez quand même que cette œuvre vendue 150 millions de Modigliani, qui avait été vendue 26,8 millions en 2000 par Christie's et qui est rachetée 15 ans après 150 millions. Ça fait 30 millions de plus-value. Bon, voilà, c'est à quoi on s'amuse dans une salle des ventes, et en tous les cas dans ces deux-là qui sont des salles des ventes qui ont inventé quelque chose. Ils ont inventé la machine à faire de la monnaie, la planche à billets, si on peut dire, puisque c'est la même œuvre. Et 15 ans après, elles vont 30 millions de plus. On a créé 30 millions de monnaies. Donc vous voyez à peu près à quoi ça peut servir. Voilà, et malgré tout, en faisant cette vente prestigieuse qui a fait du bruit, qui a fait le tour du monde, probablement Sotheby's a perdu de l'argent parce qu'elle a, pour avoir cette œuvre, garanti trop haut le prix de vente, et donc c'est elle qui paye. Donc ça, elle le fait souvent parce qu'il faut trouver les meilleures œuvres et qu'il y en a de moins en moins dans le domaine de l'art moderne. Alors l'art contemporain, c'est autre chose. L'œuvre n'a pas de valeur en soi, donc la valeur se construit différemment. Ça se construit en réseau, c'est une autre méthode. Voilà, donc ces deux choses-là sont, tout le monde le dit, même Sotheby l'avoue, ça c'est les choses publiques qu'on sait. Il y a une raison qu'on n'a pas donnée, c'est que Sotheby's a acheté, en 2016 je crois, May Mother Art, qui est un logiciel qui permet d'analyser les ventes et les reventes, etc. En ayant un projet, c'est de rassurer beaucoup, c'est des gens pour qui il gère les achats et les ventes. Et vous allez savoir pourquoi. Il y avait une niche fiscale aux États-Unis, connue véritablement de peu de gens, mais qui en profitaient beaucoup. C'est la niche 10031, qui est un article du Code fiscal fédéral, qui faisait que dans le domaine de l'immobilier et de l'œuvre d'art, eh bien, il y a une possibilité de ne pas payer de taxe, la taxe de 28% quand il y a une plus-value après une vente, si on revend cette œuvre 180 jours avant 180 jours. Si bien que vous pouvez acheter, vendre, acheter, vendre, acheter et vendre, sans payer la taxe de 28%, en faisant des plus-values, à n'en plus finir comme ça pendant des années et des années, et vous avez là une machine à sous fabuleuse. Et cette niche 10031, eh bien, elle a été supprimée en 2017 par Donald Trump. Alors, pourquoi il l'a conservée pour l'immobilier et il ne l'a pas conservée pour l'art?
simplement, tout ça s'est passé dans le grand silence, mais imaginez que c'était un gisement formidable pour véritablement, je dirais, les familles new-yorkaises les plus riches et les plus qui pratiquent ça depuis 1929, c'est-à-dire l'existence de cette taxe, de cette niche fiscale. Et je pense que cette disparition de ce gisement d'affaires a dû être extrêmement dure pour Sotheby's, parce que Sotheby's est spécialisé dans les fortunes de New York. Je pense que c'est ça qui a dû déséquilibrer fortement, parce que, vous voyez, moins 10% en début 2018, c'est la conséquence immédiate de la disparition de la niche fiscale 10 031. Je pense que c'est là la raison. Alors pourquoi Drahi? Oui, pourquoi est-ce que Drahi, du coup, achète Sotheby's? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il la donne lui-même, semble-t-il. La première, c'est qu'il a envie d'habiter New York. En fait, il a fait le chemin à l'envers. Il est parti du Maroc, il est venu en France, il est allé en Israël. Enfin, disons qu'il a pris les nationalités de ces pays, tour à tour, et maintenant, ce qu'il veut, c'est la nationalité américaine. Et il a fait le chemin à l'envers, si on peut dire. Alors, son ambition, c'est donc ça, à mon avis, première chose. Mais la deuxième ambition, évidemment, c'est que rendre service aux riches pour entrer dans la société des hyper riches, c'est très difficile. Dans quel domaine pouvez-vous rendre un service à quelqu'un de fabuleusement riche? Eh bien, tout simplement, Sotheby's le permet. Vous êtes dans les petits secrets et vous êtes dans tout ce monde invisible où les œuvres changent de main et où il y a des plus-values, etc. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, je pense que Drahi se sent à la mesure de ça. Ce n'est pas un enfant de cœur, il doit connaître bien ce monde, sauf qu'il est habitué à une vie un peu pépère avec la téléphonie. Donc il va un peu s'inquiéter à chaque moment. Mais il a, je dirais, deux avantages. C'est aussi un homme de médias, puisqu'il a plusieurs groupes médiatiques. Et, si vous voulez, le deuxième cercle qui permet l'augmentation des cotes, c'est le cercle médiatique. Donc, vous avez ce cercle médiatique, même s'il est pas très important par rapport à New York, mais quand même, ça compte. Et ensuite, vous êtes un homme international, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, évidemment, après, c'est l'acrobatie, parce que sa fortune est estimée, c'est une estimation, 9 milliards de dollars. Il achète 3 milliards de dollars, 7 Sotheby's, qui, elle, fait 3,9 milliards de chiffre d'affaires chaque année. Ça ne veut pas dire que c'est le bénéfice. Et il fait un colossal emprunt de 3,3 milliards. Alors, disons que l'emprunt est presque la totalité de l'achat. Donc, il dit qu'il a vendu quelques actions de sa société de téléphonie pour y arriver, de Altice, mais quand même, c'est une aventure assez risquée. Et tout le monde attend la suite du roman parce que c'est du domaine du romanesque, je pense. Voilà. Alors aussi, tout le monde peut se dire ce système a véritablement barbarisé, est une barbarie financière qui est une machine à tuer la civilisation, hein, parce que si une œuvre n'est que sa cote et ce n'est plus de l'art, c'est de la monnaie. Bon, c'est triste un peu pour l'art, tout simplement. Il s'agit de toute autre chose. Alors, évidemment, peut-être que Sotheby's se dit, ça ne va pas durer longtemps, et là, nous sommes à un sommet, pourquoi pas vendre tout de suite? L'avenir nous le dira. Vous n'avez pas parlé de François Pinault qui avait racheté Christie's. Juste en 2 mots, vous faites le parallèle ou pas du tout? Oui, parce que Pinault a employé exactement cette voie pour rentrer dans des milieux très fortunés d'Amérique qui l'avaient tenu à l'écart.
Et c'est par cette porte. Et quand on lui a fermé la porte, il est entré par la fenêtre. Et tout le monde le sait. Et je pense que Drahi s'est dit bon, la porte, elle est là, j'y vais, je rentre. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est Très ce qu'il bien. a fait. Merci beaucoup, Aude de Queiroz, pour cette analyse. Merci.